En 1955, sur un terrain d'essai battu par le Mistral quelque part dans le sud de la France, un engin sans pilote de forme triangulaire a été hissé sur une rampe métallique boulonnée à l'arrière d'un camion berlier. Les techniciens de la société Nord Aviation ont vérifié une dernière fois les connexions du turboréacteur Turbomeca Marboré 2, le même moteur qui propulsait déjà le célèbre avion d'entraînement Fouga Magister dans les écoles de pilotage de l'armée de l'air française. Puis deux fusées d'appoint ont craché une flamme aveuglante et l'engin s'est arraché de sa rampe pour filer à 900 km/h dans le ciel provençal. Ce jour-là, sans communiqué de presse, sans conférence diplomatique, sans le moindre titre dans les journaux du soir, la France venait de faire voler le premier drone à réaction d'Europe. Et pendant que les autres nations du continent se contentaient d'acheter leur matériel militaire aux Américains, les ingénieurs français allaient transformer cet engin expérimental en une machine de guerre que 5 pays et l'OTAN tout entière finiraient par adopter. Le drone s'appelait CT-20. Sa désignation technique ne disait rien à personne en dehors des cercles restreints de l'industrie aéronautique militaire française. Pourtant, ce qui se cachait derrière ces 4 caractères allait devenir l'un des programmes d'armement les plus prolifiques de l'histoire européenne. Le CT-20 trouvait ses origines dans les bureaux d'études de l'arsenal de l'aéronautique, où un projet baptisé T5.510 avait vu le jour avant d'être repris par la SFECMAS, puis transféré à Nord Aviation lorsque celle-ci avait absorbé la SFECMAS le 1er octobre 1954. Les ingénieurs du constructeur avaient immédiatement compris le potentiel de cet engin subsonique capable de simuler le profil de vol d'un avion de combat à réaction pour l'entraînement des pilotes de chasse et la mise au point des missiles sol-air et air-air de nouvelle génération. La production en série a débuté en 1957 et les chiffres qui ont suivi dépassent tout ce que l'industrie européenne des drones a produit avant ou depuis. 1530 exemplaires sont sortis des chaînes de Nord Aviation en près de 30 ans de fabrication continue jusqu'en 1984. 1530. À titre de comparaison, le programme Eurodrone, lancé en 2015 par 4 nations européennes avec un budget de 7 milliards d'euros, n'avait pas produit un seul appareil volant 70 ans plus tard. Mais le plus remarquable dans cette histoire n'était pas le nombre d'exemplaires fabriqués. C'était ce que ces exemplaires sont devenus entre les mains de leurs acheteurs étrangers. Car la France ne s'est pas contentée de construire des drones pour elle-même. Elle les a vendus à 5 pays et à l'Alliance Atlantique tout entière, à une époque où aucune autre nation européenne ne disposait d'un programme comparable. L'Égypte a acheté des CT-20 pour entraîner ses batteries de défense antiaérienne dans le désert du Sinaï. L'Italie les a utilisées sur ses propres champs de tir. L'OTAN en a fait l'acquisition en 1971 pour les déployer sur le polygone de tir Namfi en Crète, où ils sont devenus la cible standard des exercices de missiles sol-air Hawk de l'Alliance. Et en 1960, l'armée de l'air française était officiellement la seule force aérienne de l'OTAN, en dehors de l'United States Air Force, à disposer de drones cibles de construction entièrement nationale. Ni la Royal Air Force britannique, ni la Luftwaffe allemande, ni l'Aeronautica Militare italienne ne pouvaient en dire autant. Mais c'est la Suède qui allait offrir au CT-20 français son destin le plus spectaculaire. Entre 1959 et 1965, les ingénieurs de Saab ont collaboré directement avec Nord Aviation dans le cadre d'un contrat de 86 millions de couronnes suédoises pour développer une version radicalement différente du drone français. Là où le CT-20 original servait de cible volante destinée à être poursuivie et abattue par des pilotes en entraînement, la version suédoise allait devenir une arme offensive à part entière. Saab a pris la cellule française, a renforcé sa structure, a modifié son système de guidage et l'a transformé en missile anti-navire baptisé RB-08. 68 exemplaires de cette arme ont été construits et déployés à bord des navires de guerre de la Marine royale suédoise ainsi que dans des batteries de défense côtière. Un drone cible français conçu pour être abattu à l'entraînement était devenu une arme capable de couler un destroyer ennemi en haute mer. Et cette métamorphose portait une signature qui n'appartenait qu'à l'industrie aéronautique française. La capacité de concevoir un engin tellement polyvalent que même ses clients étrangers découvraient des usages que ses créateurs n'avaient pas imaginés. La Suède avait acheté un jouet d'entraînement
et l'avait transformé en instrument de guerre navale. Le génie français avait fourni la matière première, le pragmatisme suédois avait fait le reste. Pendant ce temps, de l'autre côté du rideau de fer, les généraux soviétiques observaient avec une inquiétude croissante les progrès de l'aviation sans pilote française, et la réponse que la République allait leur adresser depuis la frontière entre les deux blocs allait dépasser en audace tout ce que les services de renseignement du pacte de Varsovie avaient anticipé. En 1963, dans le plus grand secret industriel que la France ait connu depuis le lancement de son programme nucléaire, les bureaux d'études du constructeur français ont entrepris de transformer leurs drones cibles en quelque chose que personne en Europe n'avait jamais tenté de construire. Un engin de reconnaissance tactique capable de survoler les positions ennemies à haute et moyenne altitude, de photographier leurs installations militaires et de revenir se poser sous un parachute sans qu'un seul pilote n'ait risqué sa vie au-dessus du territoire adverse. La version de reconnaissance portait la désignation R-20. Son fuselage avait été allongé par rapport au CT-20 original pour accueillir une charge utile que les ingénieurs de l'époque considéraient comme révolutionnaire. 3 caméras Omera de 114 mm montées dans le ventre de l'appareil permettaient de couvrir jusqu'à 200 km² de territoire en un seul vol, à haute et moyenne altitude. Mais l'arme secrète du R-20 ne se trouvait pas dans ses objectifs photographiques. Elle se cachait dans un système de reconnaissance infrarouge baptisé Cyclope, qui donnait au drone une capacité que même les avions pilotés de l'époque ne maîtrisaient pas encore parfaitement: la vision nocturne. Grâce à Cyclope, le R-20 pouvait espionner les positions soviétiques en pleine nuit sans émettre la moindre lumière, sans produire le moindre signal détectable, comme un fantôme technologique survolant les bases du pacte de Varsovie dans l'obscurité totale. Le système de navigation embarqué représentait une autre prouesse que les stratèges français avaient exigée dès le cahier des charges initial. Contrairement aux drones radiocommandés de l'époque qui dépendaient d'un signal permanent entre l'opérateur au sol et l'engin en vol, le R-20 emportait un programme de vol interne entièrement autonome. Une fois lancé depuis sa rampe mobile, le drone suivait sa trajectoire préprogrammée sans aucun contact radio avec le sol. Cette autonomie de navigation le rendait totalement insensible au brouillage électronique ennemi. Les soviétiques pouvaient activer tous les systèmes de guerre électronique dont ils disposaient le long du rideau de fer, sans perturber d'un centimètre la course du petit engin français qui survolait tranquillement leur caserne en photographiant chaque char, chaque batterie d'artillerie, chaque dépôt de munitions. Les premiers exemplaires sont entrés en service dans l'armée de terre française en 1966. 62 appareils ont été construits au total, le dernier livré en septembre 1976. Leur destination opérationnelle était la plus sensible que la République pouvait confier à une machine sans pilote, l'Allemagne de l'Ouest. Les R-20 ont été déployés le long du rideau de fer et dans le corridor de Berlin pour surveiller en permanence les positions des forces soviétiques et de leurs alliés du pacte de Varsovie. À une époque où un avion de reconnaissance piloté risquait d'être abattu et de déclencher un incident diplomatique majeur entre les deux blocs, le drone français offrait à l'état-major une solution élégante. Si l'engin était détecté et détruit par la défense antiaérienne soviétique, la France perdait une machine à quelques centaines de milliers de francs. Si un Mirage 3 de reconnaissance était abattu dans les mêmes circonstances, elle perdait un pilote et risquait une escalade militaire aux conséquences incalculables. Le R-20 est ainsi devenu officiellement le premier drone de reconnaissance à entrer en service opérationnel en Europe. Ni la Grande-Bretagne, ni l'Allemagne de l'Ouest, ni l'Italie, ni aucun autre pays du continent ne disposait d'une capacité équivalente. La France espionnait les soviétiques avec ses propres machines, pendant que le reste de l'Europe dépendait exclusivement des satellites et des avions américains pour savoir ce qui se passait de l'autre côté du mur. Puis le rideau de fer est tombé, et avec lui, la mémoire de ce que la France avait accompli dans le domaine des drones. En 1976, le R-20 a été retiré du service et remplacé par le CL-89, un petit drone de reconnaissance fabriqué par la société canadienne Canadair. Pour la première fois depuis 1955, l'armée française volait avec un engin conçu à l'étranger. Ce choix n'était pas un aveu de faiblesse, mais un calcul pragmatique, dicté par les contraintes budgétaires de l'après-choc pétrolier. La France continuait de développer ses propres avions de combat, ses propres missiles, ses propres sous-marins nucléaires. Les drones, à l'époque,
ne figurait pas parmi les priorités stratégiques de la dissuasion nationale. Personne ne pouvait deviner qu'il deviendrait l'arme la plus importante du XXIe siècle. Les décennies qui ont suivi ont transformé ce choix tactique en dépendance structurelle. En 1995, l'armée de l'air a acheté plusieurs drones de reconnaissance RQ-5 Hunter, un appareil israélien commercialisé sous licence américaine. En 2008, 4 drones Harfan sont entrés en service. Ces appareils étaient des versions modifiées du Héron israélien DAI, assemblés par EADS avec des capteurs de Thales. 4 exemplaires seulement pour toute l'armée de l'air française. Et lorsque le ministre de la Défense Hervé Morin s'est présenté devant la commission de défense de l'Assemblée nationale, il a prononcé une phrase qui résumait 2 décennies de renoncement. Les Israéliens ne sont pas toujours très coopératifs en matière de réparation. La France, membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire indépendante, nation du Rafale et du Concorde, dépendait de la bonne volonté d'un pays de 9 millions d'habitants pour obtenir des pièces de rechange de ses propres drones. Mais chaque leçon amère portait en elle les graines d'un réveil. Chaque pièce refusée par un fournisseur étranger, chaque autorisation bloquée par un règlement américain, chaque retard imposé par un partenaire qui ne partageait pas les mêmes urgences que Paris, forgeait dans les esprits des officiers et des ingénieurs français une conviction de plus en plus inébranlable. La France ne devait plus jamais confier sa liberté technologique à un fournisseur que la géopolitique pouvait transformer du jour au lendemain en adversaire commercial. Et cette conviction allait bientôt produire des résultats que personne dans l'industrie mondiale de la défense n'avait vu venir. La démonstration la plus brutale de cette dépendance est arrivée en 2013. L'opération Serval venait d'être lancée au Mali. Les colonnes djihadistes fonçaient vers Bamako et les forces françaises avaient désespérément besoin d'yeux dans le ciel sahélien pour repérer les convois terroristes qui se déplaçaient la nuit dans le désert. Les 4 Harfan disponibles étaient déjà déployés, mais leur performance restait limitée. Leur vitesse insuffisante les empêchait de couvrir les immensités du théâtre malien dans des délais opérationnels acceptables. Paris a dû se résoudre à acheter en urgence 2 drones MQ-9 Reaper à la société californienne General Atomics. La facture totale pour les 12 appareils commandés entre 2013 et 2019 atteindrait 670 millions d'euros. Et avec cette facture sont venues les chaînes invisibles que les Américains attachent à chaque arme qu'ils exportent. Les réglementations ITAR, les règles du trafic international d'armes imposées par le département d'État, interdisaient à la France de modifier, de revendre ou de transférer ses Reapers sans l'autorisation expresse de Washington. Chaque mise à jour logicielle, chaque pièce de rechange, chaque donnée technique transitait par des circuits contrôlés depuis la Californie. Et pendant 6 années entières, de 2013 à 2019, la France n'a pas eu le droit d'armer ses propres drones. 6 ans à observer des convois terroristes traverser le Sahel sur les écrans de contrôle sans pouvoir tirer un seul missile. La Grande-Bretagne avait obtenu cette autorisation bien avant Paris. La nation qui avait inventé le drone en Europe attendait qu'un fonctionnaire américain daigne lui accorder le droit de se défendre avec les armes qu'elle avait payées au prix fort. Ce n'est qu'en décembre 2019 que l'armée de l'air française a effectué sa première frappe armée depuis un drone au-dessus du Mali. 6 ans de patience forcée pour obtenir ce que la souveraineté aurait dû garantir dès le premier jour. Et au même moment, un programme censé résoudre définitivement cette dépendance s'enfonçait dans un fiasco que personne ne pouvait plus ignorer. L'Eurodrone, lancé en 2015 par la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne sous la direction d'Airbus Defence and Space, devait être la réponse européenne au Reaper américain. Son budget atteignait 7,1 milliards d'euros pour 60 appareils. Mais le projet s'est immédiatement transformé en cauchemar bureaucratique. Berlin a exigé 2 moteurs au lieu d'un seul au nom de la sécurité des populations survolées en Allemagne, faisant exploser la masse de l'appareil à 11 tonnes. Et le moteur retenu était le Catalyst de General Electric, une filiale américaine. Un drone européen censé libérer le continent de la dépendance américaine emporterait un cœur fabriqué aux États-Unis. 11 années de développement plus tard, pas un seul vol. Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, le général Jérôme Bélanger, a fini par qualifier publiquement l'appareil de drone d'hier, un engin obèse nécessitant des infrastructures énormes pour simplement décoller.
En parallèle, le drone tactique Patroller commandé à Safran en 2016 pour 330 millions d'euros et censé être livré en 2018 a subi un accident en 2019 à Istres. La cause était un calculateur de vol fabriqué aux États-Unis sur lequel Safran n'avait aucun contrôle. Un composant américain a cloué au sol un programme français pendant des années. Le premier exemplaire n'a été remis à l'armée de terre qu'en mai 2024, avec plus d'un demi-décennie de retard. Un seul appareil opérationnel sur 14 commandés. Chaque échec, chaque retard, chaque humiliation portait le même message. La dépendance envers un fournisseur étranger n'était pas seulement un inconvénient, c'était un danger stratégique capable de paralyser les forces armées françaises en pleine guerre. Et pendant que les géants de l'industrie européenne accumulaient les réunions, les compromis et les retards, un ancien officier du renseignement militaire français décidait dans le silence d'un hangar de province que la France méritait mieux. En juin 2020, en pleine pandémie mondiale, Patrick Gaillard a réuni 8 ingénieurs dans un atelier de l'aérodrome de Blois-le-Breuil et leur a confié une mission que l'industrie aéronautique tout entière jugeait impossible. Construire le premier drone français de classe Mail capable de rivaliser avec le Reaper sans commande de l'État, sans subvention publique, uniquement sur fonds propres. Le budget total ne dépassait pas 20 millions d'euros. À titre de comparaison, l'Eurodrone en avait englouti 7 milliards sans produire un seul vol. La philosophie de Gaillard tenait en une phrase qui résumait tout le génie industriel français. Ne rien inventer quand on peut assembler. Son équipe a sélectionné les meilleurs composants déjà disponibles dans l'industrie nationale. L'optronique Euroflir 610 de Safran, le radar Airmaster S de Thales, le même qui équipait déjà les avions de patrouille maritime Atlantique 2 de la Marine nationale. Les bombes guidées AASM de Safran, dont la portée de 35 km permettait de frapper bien au-delà de la zone de destruction des défenses antiaériennes ennemies. Tous ces équipements existaient, étaient certifiés et opérationnels. Il suffisait de leur construire un avion. Le 9 septembre 2025, le pilote d'essai Axel Valla a fait décoller l'appareil de la piste de Blois-le-Breuil pour un vol inaugural d'environ 1 heure à 1500 mètres d'altitude. 5 ans entre une idée griffonnée dans un hangar et un aéronef de 5 tonnes et demie en vol. Et le même jour, à Munich, dans les bureaux d'Airbus Défense, l'Eurodrone restait cloué au sol après une décennie de travail et des milliards dépensés. 3 mots suffisaient à résumer la différence entre ces deux approches: souveraineté, audace, pragmatisme. Mais Patrick Gaillard n'était pas seul à avoir compris que la France devait reprendre son destin en main. Au même moment, dans 4 autres ateliers répartis sur le territoire national, des équipes d'ingénieurs travaillaient sur leur propre réponse à la dépendance technologique qui paralysait la République depuis 3 décennies. À Toulouse, au cœur de l'écosystème aéronautique français, une jeune entreprise appelée Aura Aero développait un drone baptisé Nbata en collaboration avec Thales, Safran et Aresia. 2 tonnes au décollage, 1 tonne de charge utile et surtout une autonomie de 55 heures de vol continu grâce à un système de propulsion hybride électrique. Plus de 2 jours en l'air sans toucher le sol. La moitié des performances du Reaper américain pour un 5e de son prix. Le 8 avril 2026, Safran Corporate Ventures a mené une levée de fonds de 50 millions d'euros, portant le financement total disponible à 340 millions. À Tarbes, dans les Pyrénées, le groupe Daher a pris l'un de ses avions d'affaires TBM, a retiré le pilote, a intégré une intelligence artificielle développée avec Thales et a fait voler l'appareil de manière entièrement autonome en décembre 2025. Le délai entre la décision de développer cet appareil baptisé iPulse et son premier vol sans pilote à bord ne dépassait pas 6 mois. 6 mois pour transformer un avion civil en drone militaire. Pendant que 4 nations européennes n'arrivaient pas à s'entendre sur la taille des roues de l'Eurodrone en 11 ans, une entreprise française avait pris un avion existant, retiré le pilote et l'avait fait voler seul. Le 8 avril 2026, le Conseil des ministres a présenté l'actualisation de la loi de programmation militaire. 36 milliards d'euros supplémentaires sur la période 2026 à 2030. Et au milieu de ce document de plusieurs centaines de pages, 2 programmes ont été rayés d'un trait de plume le même jour. L'Eurodrone et le Patroller. 11 ans de réunions, des milliards d'euros engloutis et pas un seul vol opérationnel. La France ne sortait pas d'un programme européen par faiblesse. Elle en sortait parce qu'elle avait construit quelque chose de meilleur.
5 programmes souverains de drones nationaux remplaçaient désormais 2 échecs multinationaux. La presse allemande a estimé que le retrait français allait coûter plus de 700 millions d'euros supplémentaires aux partenaires restants. Berlin, Madrid et Rome devaient payer plus cher pour un drone que Paris avait jugé obsolète avant même son premier décollage. Et la réaction des partenaires européens achevait de transformer cette rupture en farce. L'Italie, troisième partenaire industriel de l'Eurodrone à travers Leonardo, négociait au même moment l'achat du Bayraktar TB3, un drone naval turc destiné à opérer depuis le pont de son porte-aéronef Cavour. Un pays qui participait activement à la construction d'un drone européen s'apprêtait à acheter un drone turc pour équiper son propre navire amiral. Et ce drone turc que Rome préférait au programme européen traînait derrière lui un palmarès opérationnel que ses promoteurs préféraient ne pas examiner de trop près. 23 Bayraktar TB2 abattus ou perdus rien qu'en Libye entre 2019 et 2020 selon les décomptes vérifiés. Un rapport des experts des Nations Unies soumis au Conseil de sécurité en mars 2021 concluait que les drones turcs étaient facilement détruits en vol par les systèmes de défense aérienne Pansir. Des documents confidentiels de l'armée turque publiés par le site Nordic Monitor révélaient des pannes constantes des terminaux de communication au sol qui empêchaient les opérateurs d'obtenir les résultats escomptés. Le Canada avait bloqué l'exportation de ses caméras Wescam après le scandale du Haut-Karabakh. La Grande-Bretagne avait fourni des supports de bombes Hornet pendant 6 ans avant que la presse ne révèle l'affaire au Parlement. Le drone que l'Italie achetait en urgence à la Turquie portait les cicatrices de toutes les compromissions qui avaient marqué son histoire. Pendant ce temps, à Blois, les carnets de commandes de Turgis et Gaillard s'épaississaient de mois en mois. En Inde, le groupe Bharat Forge avait signé un accord pour établir une ligne de production locale de l'appareil français, ouvrant les portes du 3e budget de défense mondial à un drone que Washington ne pourrait jamais bloquer. En Ukraine, un contrat avec le légendaire constructeur Antonov prévoyait le développement d'une version adaptée aux besoins des forces armées ukrainiennes. Naval Group, le titan français de la construction navale militaire, avait signé un contrat pour développer une version embarquée capable de traquer les sous-marins ennemis depuis le pont des navires de guerre grâce au radar Airmaster S de Thales et à des bouées acoustiques dispersées à 370 km de distance. Et l'avantage décisif que ces contrats partageaient tous tenait en 4 lettres que les acheteurs du monde entier cherchaient désespérément à éviter. ITAR. L'appareil français en était totalement libre. Aucune autorisation américaine requise pour l'achat, la modification, l'exportation ou la maintenance. Dans un monde où les restrictions de Washington fermaient les portes à des dizaines de pays, la France offrait la seule alternative occidentale crédible au monopole californien. Et c'est ici que l'histoire referme son cercle avec une symétrie que même les romanciers n'auraient pas osé inventer. En 1955, un camion berliet transportait sur son dos la rampe de lancement du premier drone à réaction d'Europe. 71 ans plus tard, les usines Renault du Mans et de Cléon, héritières directes de l'empire industriel berliet absorbé par Renault Véhicules Industriels en 1978, assemblent sur leurs chaînes automobiles un drone de combat à longue portée propulsé par un moteur diesel Renault de 2 litres, capable de frapper une cible à 3000 km avec 500 kg de charge militaire. L'engin s'appelle Chorus. Sa cadence de production prévue dépasse celle de l'Iran et de la Russie réunies, et le constructeur de la Clio fabrique désormais les armes de la République sur les mêmes chaînes où il assemblait hier des voitures pour les familles françaises. De la rampe Berliet en Provence au convoyeur Renault du Mans, du CT-20 solitaire filant à 900 km/h dans le Mistral aux essaims de Chorus, programmés pour saturer les défenses ennemies sur 3000 km de profondeur, la France n'a jamais cessé de construire ses propres machines volantes. Elle a parfois confié cette mission à d'autres. Elle a parfois acheté des technologies étrangères quand l'urgence l'exigeait. Mais à chaque fois que la République a décidé de reprendre le manche, elle a produit quelque chose que le reste du monde n'avait pas vu venir. Et la prochaine fois que vous entendrez dire que les drones sont une invention américaine, israélienne ou turque, souvenez-vous qu'un petit engin triangulaire lancé depuis un camion français il y a 70 ans survolait déjà l'Europe à la vitesse du son pendant que le reste du continent ne savait même pas que ce mot existait. Si cette histoire vous a marqué,
Laissez un commentaire pour nous dire quel chapitre de cette épopée vous a le plus impressionné. Un pouce en l'air aide cette vidéo à atteindre d'autres passionnés. Et si vous ne voulez rien manquer de nos prochains récits sur les machines françaises qui écrivent l'histoire de la défense, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant.